On disait que nous étions le couple en or de la finance parisienne. Julien, avec son charisme éclatant et son sourire désarmant, était le visage de notre empire. Moi, Adèle, J, était le moteur invisible, le cerveau caché dans l'ombre de nos bureaux prestigieux du 8e arrondissement. C était mon choix, une répartition des tâches que je croyais parfaite. Pendant qu'il charmait les investisseurs et bâtissait notre réputation publique, je vivais au rythme des marchés, traduisant le chaos des chiffres en algorithmes prédictifs d'une précision redoutable. Chaque succès, chaque million gagné, je le voyais comme une validation de notre duo inséparable. Je lui ai volontairement cédé la lumière des projecteurs, persuadé que son charme était le complément idéal à mon intellect. Je considérais sa gestion de nos finances communes et des comptes opérationnels comme une simple formalité, une charge que je lui laissais volontiers pour me consacrer à ce que j'aimais. La stratégie pure, la construction de notre fortune. Notre confiance était la fondation de tout ce que nous possédions. Cette confiance étendait bien au-delà de la salle du conseil. Elle imprégnait les murs de notre magnifique appartement du 16e arrondissement. Un sanctuaire de verre et d'acier avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Chaque objet d'art, chaque bouteille de vin dans notre cave était pour moi le symbole de notre réussite commune, le fruit d'une ambition partagée. Je ne voyais aucune raison de douter de lui. Pourquoi aurais-je vérifié les comptes que je lui avais confiés? C était notre argent, notre avenir. Le laisser gérer les aspects administratifs me libérait l'esprit pour innover, pour repousser les limites de ce que nos algorithmes pouvaient accomplir. J'y étais aveuglé par cette illusion que j'avais moi-même contribué à bâtir, celle d'une équipe parfaite, où l'amour et les affaires s'entremêlaient harmonieusement. Je le croyais mon partenaire, mon égal, mon plus grand soutien. Je n'aurais jamais pu imaginer que, pour lui, je n'étais qu'un atout à exploiter, un génie à usurper avant de le jeter. Le silence de nos bureaux du 8e arrondissement, tard dans la nuit, a toujours été ma symphonie préférée. C était le son de la concentration pure, le bruit de fond de la création de richesses. Les serveurs ronronnaient doucement, mes algorithmes analysant les pulsations du marché mondial. J était dans mon élément, effectuant un diagnostic de routine sur mon système propriétaire lorsque l'alerte a éclaté sur mon écran. Ce N n'était pas une fluctuation de marché, pas une alerte de trading à haut risque. C était une notification de sécurité de notre banque privée. Un virement. Un virement massif, provenant d'un de nos comptes d'épargne à long terme, un compte que nous avions baptisé « Notre avenir » et auquel nous n'avions pas touché depuis des années. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Le montant était astronomique, mais c'est le bénéficiaire qui a figé le sang dans mes veines. Une clinique de chirurgie esthétique exclusive et discrète, nichée dans les Alpes suisses. Mon esprit a immédiatement commencé à chercher une explication logique, mais chaque scénario semblait plus absurde et plus douloureux que le précédent. La première vague de panique a laissé place à une froide détermination. Ce N n'était pas un piratage externe. Les protocoles de sécurité que j'avais moi-même conçus étaient quasi impénétrables. L'ordre devait venir de l'intérieur, de Julien. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Une maîtresse? L'idée était si cliché, si vulgaire, mais elle s'imposait avec une force brutale. Je me suis mise au travail, mes doigts volant sur le clavier, non plus pour prédire les marchés, mais pour autopsier ma propre vie. Les dossiers des patients de la clinique étaient, bien sûr, inaccessibles, protégés par le secret médical suisse. Mais l'argent laisse toujours des traces, et je savais où chercher. Si Julien était assez négligent pour utiliser nos fonds communs, il avait forcément laissé une autre faille. Je me suis connectée à distance au serveur principal de notre entreprise, le cœur de notre empire, le lieu où tous nos secrets étaient censés être en sécurité. Mon souffle se bloquait dans ma poitrine. J'avais l'impression de creuser ma propre tombe, terrifiée par ce que j'allais y trouver. Ma recherche a d'abord été infructueuse. Rien dans les emails, rien dans les calendriers. Puis je l'ai vu. Un fichier isolé, placé dans un répertoire obscur, protégé par un cryptage de niveau militaire. Son nom était anodin, une simple série de chiffres et de lettres. Mais son existence même, cachée si profondément dans notre système, était un cri d'alarme. C était un défi. Julien, ou qui que ce soit d'autre, avait sous-estimé mes compétences. Briser des codes était pour moi une seconde nature. Pendant que l'ordinateur travaillait, chaque seconde qui passait étirait ma nervosité à son point de rupture. Je m'attendais à tout.
des lettres d'amour passionnées, des photos compromettantes, la preuve sordide d'une liaison. J était préparé à avoir le cœur brisé. Je M était préparé à la douleur d'une trahison personnelle, à la simple et humiliante vérité d'un mari infidèle. La barre de progression de mon logiciel de décryptage a atteint 100%. L'icône du fichier a changé. Je l'ai ouvert, retenant ma respiration, prête pour le coup de poignard. Ce que j'ai découvert était bien pire qu'une liaison. Ce N n'était pas un dossier rempli de romances illicites, mais un business plan froid et méticuleux. Le titre du document était « Projet Phénix ». Les auteurs, Julien Fournier et Chloé Moreau. Chloé, ma protégée, l'analyste junior que j'avais prise sous mon aile, que je formais personnellement. Page après page, le plan détaillait leur conspiration. Ils allaient lancer un nouveau fonds spéculatif en utilisant une version légèrement modifiée de mon propre algorithme. Une liste de nos clients les plus importants et les plus fidèles était jointe, avec des notes détaillées sur la meilleure façon de les débaucher. Mais le détail le plus glaçant, la trahison ultime, se trouvait dans l'annexe technique. Ils avaient découvert et prévoyaient d'exploiter une porte dérobée dans mon code, une faille que j'avais moi-même créée pour la maintenance. Ils ne se contentaient pas de me voler. Ils retournaient mon propre génie contre moi. Ce N n'était pas une simple affaire de cœur. C était un coup d'État. Je suis restée figée, le document brûlant mes yeux sur l'écran. Mon monde, que je croyais bâti sur la confiance et l'amour, s'est effondré en un instant, remplacé par les ruines fumantes d'un complot. Et puis, je l'ai vu. La ligne de budget qui a tout éclairci, qui a transformé ma douleur en une rage glaciale et pure. Le virement vers la clinique suisse était là, classé sous une rubrique de dépenses. Son nom de code, phase 1, le nouveau visage de la marque. L'opération de Chloé N n'était pas un cadeau d'amant. C était un investissement stratégique. Il la préparait, la sculptait, pour qu'elle devienne le nouveau visage charismatique de leur entreprise volée. J était l'architecte, le cerveau. Mais ils avaient décidé que mon visage N était plus nécessaire. À cet instant, les larmes que je sentais monter se sont transformées en glace. Ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils m'avaient effacé. Et ils allaient découvrir que rien n'est plus dangereux qu'un cerveau que l'on laisse pour mort. Le bruit du gravier crissant sous les pneus de sa voiture dans l'allée a agi comme un détonateur. Chaque fibre de mon être hurlait de descendre, de lui jeter à la figure les pages imprimées du projet Phénix, de voir la panique déformer son visage si parfaitement maîtrisé. La douleur était une lame brûlante dans ma poitrine, une blessure si profonde que la seule réponse imaginable semblait être la fureur. Je voulais hurler. Je voulais briser les objets d'art que nous avions choisis ensemble, symbole grotesque d'un mensonge que j'avais vécu pendant des années. Mon premier instinct était pas celui d'une stratège, mais celui d'une femme trahie, d'une épouse humiliée dont le monde venait de s'écrouler. Je me suis levée, le dossier serré dans ma main, prête à déclencher une guerre que je savais déjà perdue sur le plan émotionnel. J'allais lui donner la satisfaction d'une confrontation, d'un drame, d'une scène de ménage qu'il pourrait ensuite utiliser pour justifier son départ. Cette histoire vous captive? Laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous me regardez, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ma vengeance. Mais alors que ma main se posait sur la poignée de la porte de mon bureau, mon esprit, ce même esprit qu'il cherchait à exploiter puis à jeter, a fait ce qu'il fait de mieux. Il a analysé les variables, j'ai visualisé la scène. Moi, en larmes, brandissant l'épreuve. Lui, d'abord surpris, puis adoptant ce masque de pitié condescendante que je connaissais si bien, et puis, j'ai entendu les mots, pas les siens, mais ceux que mon cerveau projetait avec une clarté terrifiante, les mots qui résumaient toute la cruauté de leur plan. C'est elle qui mérite de être belle, c'est elle, le nouveau visage. Cette phrase, non dite mais si évidente, a traversé mon esprit comme un éclat de glace. Ce N n'était pas seulement une trahison amoureuse, C était un jugement de valeur, une radiation de mon existence même. Il ne me trompait pas seulement, il me remplaçait, pièce par pièce. La chaleur de la rage a reflué, laissant place à un calme polaire, une lucidité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les larmes qui menaçaient de couler se sont figées dans mes veines. Une confrontation? Non. Ce serait un cadeau. Cela les alerterait, les forcerait à accélérer leur plan, à couvrir leurs traces plus soigneusement. Ils s'attendaient à des cris,
à une crise de nerfs. Ils me voyaient comme le moteur intellectuel, certes, mais émotionnellement prévisible, une variable qu'ils pensaient pouvoir gérer. Était là leur erreur fatale. Ils avaient sous-estimé non pas mon intelligence, mais ma capacité à la transformer en une arme. S'ils voulaient que je sois le cerveau dans l'ombre, alors j'allais devenir une ombre si dense qu'elle les engloutirait avant même qu'ils ne réalisent qu'il faisait nuit. Ma plus grande force, était plus mon algorithme. Était leur arrogance. J'ai lentement retiré ma main de la poignée. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai fermé le fichier, Projet Phoenix, et j'ai effacé l'historique de mes activités de la soirée. J'ai lissé ma robe, pris une profonde inspiration, et composé sur mon visage l'expression que Julien attendait, celle d'une épouse dévouée, peut-être un peu fatiguée par une longue journée de travail, mais heureuse de le voir rentrer. Le jeu commençait. Il pensait jouer aux échecs. Mais il ne réalisait pas que J était celle qui avait conçu l'échiquier et que J était sur le point de changer les règles. Je ne cherchais plus à sauver mon mariage ou mon cœur. Mon objectif était bien plus simple, bien plus pur. Je n'allais pas seulement récupérer ce qui m'appartenait. J'allais démanteler leur avenir, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que les ruines de leur ambition, construites sur les fondations de ma vengeance. Mon premier acte de guerre ne fut pas un cri, mais un murmure. Un simple email, rédigé avec le ton faussement inquiet d'une épouse qui s'intéresse soudainement aux finances du ménage. Mon chéri, j'ai remarqué quelques mouvements inhabituels sur notre compte d'épargne. Devrions-nous nous inquiéter d'une éventuelle fraude? Je savais qu'il lirait cela non pas comme une accusation, mais comme une preuve de mon ignorance des détails pratiques, une confirmation de son rôle de protecteur. J'ai appuyé sur « Envoyer » avec le calme d'un sniper ajustant sa visée. Était une simple balle d'essai, destinée non pas à blesser, mais à mesurer sa réaction, à tester la solidité de son arrogance. Pendant qu'il élaborait sa réponse condescendante, je préparais déjà mon deuxième mouvement, bien plus létal. La guerre silencieuse avait commencé, et le premier coup de feu venait d'être tiré depuis l'ombre de mon propre bureau. Pour démanteler un empire, il faut un complice de l'intérieur. Mon choix s'est porté sur Marc, notre administrateur système. Un homme brillant mais invisible, relégué au sous-sol technique pendant que Julien récoltait les lauriers à la lumière des projecteurs. Je savais que Marc méprisait l'incompétence prétentieuse de Julien et qu'il était l'un des rares à comprendre la véritable architecture de mon travail. Je l'ai convoqué dans mon bureau tard dans la nuit, non pas comme une supérieure donnant un ordre, mais comme une stratège proposant une alliance. Je lui ai tout montré, le projet Phoenix, les virements, le plan pour exploiter ma porte dérobée. Je n'ai pas demandé sa pitié. J'ai fait appel à son intelligence et à son sens de la justice. Je lui ai offert une chance non pas de m'aider, mais de restaurer l'intégrité de ce que nous avions bâti ensemble, avant que Julien ne le souille de sa cupidité. Le regard de Marc s'est durci en parcourant les documents. Ce N n'était pas de la surprise que je lisais dans ses yeux, mais une forme de validation amère. Ils étaient toujours méfiés de Julien. « Ils veulent utiliser votre code contre vous ?» a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. « Alors nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. » C'est à ce moment-là que l'idée de l'algorithme fantôme est née. Ce ne serait pas une simple copie, mais un chef-d'œuvre de sabotage numérique. En surface, il fonctionnerait parfaitement, générant des prédictions plausibles et séduisantes. Mais au cœur de son code, nous allions implanter un virus logique, une faille programmée pour déclencher des décisions d'investissement catastrophiques à des moments clés. Ils pensaient voler le Saint Graal. Nous allions leur tendre un calice empoisonné, et ils le boiraient avec avidité, persuadés de trinquer à leur futur succès. Les nuits suivantes se sont transformées en un ballet de codage clandestin. Marc et moi avons travaillé en silence, nos claviers crépitant doucement dans l'obscurité des bureaux déserts. Nous avons construit notre cheval de Troie numérique, une merveille de tromperie. Chaque ligne de code était une pierre ajoutée au mur de leur future prison. Nous avons créé une interface miroir, une réplique parfaite de mon système, et nous l'avons placée exactement là où nous savions qu'ils iraient la chercher. Était un piège d'une élégance cruelle. Ils allaient utiliser leur propre trahison, leur propre connaissance de ma porte dérobée, pour s'injecter eux-mêmes le poison. Pendant que je jouais le rôle de épouse dévouée le jour, la nuit, je devenais une saboteuse, une architecte de la ruine.
et je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de puissance et de clarté. Le premier test de mon offensive psychologique a eu lieu lors d'un dîner. Entre la poire et le fromage, j'ai abordé le sujet de l'email avec une innocence parfaitement simulée. « Tu as regardé pour notre compte, chérie ? J'ai vu une autre petite sortie d'argent. Je m'inquiète vraiment que quelqu'un ait nos codes. » Je l'ai observé par-dessus le bord de mon verre de vin. Son sourire n'a pas faibli, mais j'ai vu une micro-expression de panique dans ses yeux. Un battement de cils trop rapide. Il a posé sa main sur la mienne, son contact me donnant la nausée. « Ne t'en fais pas, Adèle. C'est juste un rééquilibrage de portefeuille que j'ai fait. Tu sais bien que je m'occupe de tout ça. Concentre-toi sur tes algorithmes. » Sa condescendance était mon bouclier. Il me voyait exactement comme je le souhaitais. Brillante dans mon domaine, mais naïve et dépendante pour le reste. Il ne se doutait pas que le loup était déjà dans la bergerie. Sa réponse a confirmé ma stratégie. Il était tellement aveuglé par son propre ego qu'il ne pouvait pas imaginer que je sois capable de le soupçonner. Il attribuait les anomalies à sa propre intelligence financière, trop complexe pour mon esprit, soi-disant purement théorique. Cette arrogance était la faille que j'allais exploiter sans pitié. Le lendemain, j'ai reçu une alerte de Marc. Ils avaient de mordu à l'hameçon. Ils avaient accédé à l'algorithme fantôme et l'avaient copié sur un serveur externe. Le piège était en place. Depuis mon poste de surveillance secret, je les ai regardés faire leur premier test. Est-ce émerveillant de la précision des prédictions? Je les ai laissés savourer leur petite victoire, le goût sucré du vol, sans savoir que chaque simulation réussie les rapprochait un peu plus du précipice financier que je leur avais méticuleusement creusé. La première perte a été modeste, conçue pour ne pas éveiller les soupçons. Un investissement sur une start-up technologique prometteuse, recommandée par l'algorithme fantôme, qui s'est soudainement effondré suite à une nouvelle inattendue. Sur mes écrans de surveillance, j'ai vu les chiffres virer au rouge sur le compte secret qu'ils avaient ouvert pour leur projet. J'ai imaginé la conversation tendue entre Julien et Chloé. Un simple revers, un coup de malchance, se serait-il dit. Mais la graine du doute était plantée. La confiance, si facile à détruire, est presque impossible à reconstruire. Surtout quand elle est fondée sur un crime partagé. Je savais que la première fissure venait d'apparaître dans leur alliance impie, et je me suis délectée de cette pensée, savourant le début de leur lente et inévitable implosion. Leur paranoïa est devenue ma meilleure alliée. Je n'avais plus besoin de pousser beaucoup. Ils allaient s'entre-déchirer d'eux-mêmes. J'ai commencé à laisser traîner de fausses pistes. Un email laissé ouvert sur mon ordinateur, mentionnant une consultation avec un auditeur externe pour une vérification de sécurité. Un appel téléphonique que je passais en sachant que Julien pouvait m'entendre, utilisant des termes vagues comme « fuite de données » et « enquête interne ». Chaque mot était une petite goutte de poison distillée dans l'atmosphère de notre appartement, de notre bureau. Je le voyais devenir de plus en plus tendu, son regard se faisant plus fuyant. Il commençait à se demander si la menace venait de l'extérieur, sans jamais imaginer qu'elle dormait à côté de lui chaque nuit, souriant dans son sommeil en rêvant de sa chute. Pendant que la pression psychologique montait, Marc et moi passions à la phase suivante, la collecte de preuves irréfutables. Nous avons lancé un audit secret et complet de toutes les dépenses de l'entreprise des 2 dernières années. Ce que nous avons trouvé dépassait mes pires craintes, mais renforçait ma détermination. Des notes de frais pour des voyages d'affaires où Julien était censé être seul, mais dont les factures d'hôtel montrèrent des réservations pour 2, des dîners dans des restaurants étoilés, classés comme des rendez-vous clients, qui coïncidaient parfaitement avec les publications de Chloé sur les réseaux sociaux, où elle posait, radieuse, dans ces mêmes établissements. Chaque reçu était un clou de plus dans leur cercueil, une preuve tangible non seulement de leur liaison, mais de leur fraude systématique. Ils ne volaient pas seulement mon avenir, ils pillaient le présent de notre entreprise. L'une des notes de frais a particulièrement attiré mon attention. Un week-end dans un hôtel de luxe à Deauville. Coût, plusieurs milliers d'euros. Motif, séminaire de développement stratégique. Le soir même, j'ai attendu Julien dans le salon. Une brochure de cet hôtel à la main. « Regarde chérie, je pensais que nous pourrions nous évader un peu. Cet endroit a l'air divin. Tu ne connais pas, par hasard ?» J'ai articulé chaque mot avec une douceur mielleuse, observant la couleur quitter son visage. Il a bafouillé une excuse, disant qu'il avait entendu de bonnes choses, mais n'y était jamais allé,
Le mensonge était si flagrant, si pathétique. À cet instant, je n'ai ressenti aucune douleur, seulement un mépris glacial. Il était piégé, et il ne le savait même pas encore. Je prenais un plaisir sadique à le regarder s'empêtrer dans la toile que je tissais autour de lui. L'algorithme fantôme a frappé une deuxième fois. Cette fois, le coup a été bien plus dur. Une recommandation d'achat massif sur une matière première, basée sur une analyse géopolitique soi-disant exclusive, s'est avérée être un désastre complet. En quelques heures, ils ont perdu près de 30% de leur capital de départ secret. J'ai suivi la débâcle en temps réel. Un graphique rouge sang étalant sur mon écran. C était la symphonie de leur destruction. Et j'en étais le compositeur. Leur rêve de grandeur, leur projet phénix, se consumaient avant même d'avoir pris leur envol. La beauté de mon plan résidait dans son ironie. Ils étaient ruinés par leur propre cupidité, armés de l'outil qu'ils pensaient être la clé de leur succès. Ils se croyaient des prédateurs, alors qu'ils n'étaient que des proies dans une chasse bien plus sophistiquée. Les communications interceptées par Marc entre Julien et Chloé sont devenues un spectacle captivant. Fini les mots doux et les promesses d'un avenir radieux. Désormais, C était un torrent d'accusations et de reproches. Chloé, dont le nouveau visage avait coûté une fortune, accusait Julien d'incompétence. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Julien, paniqué et blessé dans son ego, rejetait la faute sur l'algorithme, affirmant qu'il devait y avoir une faille. Quelque chose qu'Adèle leur avait caché. Ils étaient comme des rats dans une cage, se mordant l'un l'autre alors que le niveau de l'eau montait. Leur alliance, bâtie sur la trahison, ne pouvait pas survivre à la pression de l'échec. J était le marionnettiste invisible, tirant sur les ficelles de leur paranoïa et regardant mes poupées se briser. Une nuit, en les observant se déchirer via les logs de leur messagerie, j'ai eu une prise de conscience. La femme que J était, celle qui croyait en la collaboration, en la confiance, était morte le soir où j'avais découvert leur plan. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, une femme que je ne connaissais pas encore tout à fait. Elle était froide, méthodique, et elle trouvait une satisfaction profonde et dérangeante dans la destruction calculée de ses ennemis. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. La mienne était glacée, servie avec une précision chirurgicale. Je ne cherchais pas seulement à récupérer ce qui m'appartenait. Je voulais leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas seulement sous-estimé mon intelligence. Ils avaient sous-estimé ma capacité à devenir aussi impitoyable qu'eux, et bien plus efficace. Marc a fait une nouvelle découverte, la pièce maîtresse de mon dossier. Il a réussi à décrypter une série d'échanges entre Julien et plusieurs de nos clients les plus importants. Dans ses messages, Julien dénigrait ma stratégie, trop conservatrice, et leur promettait des rendements bien plus élevés avec son nouveau fonds dynamique, utilisant des projections directement issues de l'algorithme fantôme. C était la preuve irréfutable de son intention de détourner notre clientèle, la violation ultime de ses devoirs fiduciaires. J'avais maintenant la fraude personnelle, l'abus de biens sociaux et la tentative de destruction de l'entreprise. Mon arsenal était complet. Chaque document était une munition, et j'y étais prête à déclencher un barrage qui ne leur laisserait aucune chance. Le point culminant de leur plan, je le savais, serait le gala annuel de la société. C était l'événement phare de notre calendrier, une soirée prestigieuse au pavillon Gabriel où nous célébrions nos succès avec nos investisseurs les plus fidèles. C était la scène parfaite pour Julien et sa nouvelle star, Chloé, pour annoncer leur départ et tenter de débaucher nos clients en une seule soirée spectaculaire. Ils pensaient organiser leur propre couronnement. Ils ne se doutaient pas que J était en train de transformer leur scène en un tribunal et leur soirée de triomphe en leur exécution publique. La guerre silencieuse touchait à sa fin. Le bruit et la fureur allèrent bientôt commencer, et je serais celle qui dirigerait l'orchestre. Le gala était dans moins d'un mois. Mon plan se déroulait avec une précision mathématique, chaque perte financière de Julien et Chloé étant une variable que j'avais moi-même programmée. Mais un soir, en surveillant leur communication, j'ai perçu un changement de ton. La panique avait fait place à une froide suspicion. Ils ne s'accusaient plus l'un l'autre. Leurs messages, autrefois un mélange de récriminations et de plans grandioses, étaient devenus courts, cryptiques, concentrés sur une seule question. Qui était derrière leur malchance? Ils ne se tournaient plus l'un contre l'autre, mais commençaient à regarder vers l'extérieur. Ils cherchaient un ennemi commun,
un bouc émissaire pour leur propre échec. Et je savais, avec une certitude glaciale, que leur regard finirait par se poser sur moi. L'arrogance qui m'avait si longtemps protégée commençait à se fissurer sous la pression de leur perte. Leur première cible fut Marc. Un matin, il a été convoqué par les ressources humaines, sous un prétexte fallacieux de réorganisation du département informatique. Julien était présent, son visage un masque de fausse sollicitude. Il a bombardé Marc de questions techniques sur la sécurité de nos serveurs, sur des éventuelles intrusions récentes, sur des anomalies dans les journaux d'accès. C était un interrogatoire déguisé. Marc, fidèle à notre plan, a joué l'administrateur système compétent mais surchargé, minimisant les incidents et attribuant toute anomalie à des bugs mineurs ou à des mises à jour système. Il a tenu bon, mais le message était clair, il sentait que la menace venait de l'intérieur et il commençait à resserrer le filet. Leur soupçon N était de plus une théorie vague, mais une enquête active. La chasse avait changé de dynamique, la proie commençait à flairer le chasseur. C'est Chloé qui a prononcé mon nom la première. Dans un message intercepté, rempli de frustration, elle a écrit à Julien. Et si C était-elle? Si Hélène n'était pas aussi naïve qu'on le pense? La réponse de Julien a été immédiate et dédaigneuse. Adèle? Impossible. Elle est trop absorbée par ses équations pour voir ce qui se passe sous son nez. C'est une théoricienne, pas une combattante. Cette phrase a résonné en moi. Il me voyait encore comme une machine intellectuelle, dépourvue de la ruse ou de la cruauté nécessaires pour un tel combat. Sa condescendance était à la fois une insulte et ma meilleure armure, mais le doute avait été semé dans son esprit. Il allait commencer à m'observer, à analyser mes moindres gestes. La comédie de l'épouse ignorante devait devenir encore plus convaincante, car le moindre faux pas pouvait désormais me coûter la partie entière. Leur contre-attaque a été plus brutale et directe que je ne l'avais anticipé. Un soir, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé Julien dans mon bureau. Pas le sien, le mien, mon sanctuaire. Il était assis à ma place, un verre de whisky à la main, parcourant des documents sur mon ordinateur. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Je vérifiais juste quelques projections pour le trimestre. A-t-il dit d'un ton désinvolte qui ne masquait pas la tension dans sa voix. C était une violation, une prise de territoire délibérée. Il testait mes limites, cherchant une réaction, un signe de panique. Je suis restée calme, lui demandant s'il avait besoin de mon aide, jouant la collaboratrice dévouée. Mais à l'intérieur, une alarme stridente retentissait. Il ne se contentait plus d'enquêter, il passait à l'offensive. Le lendemain matin, la véritable attaque a eu lieu. J'ai essayé de me connecter au serveur principal depuis mon poste de travail. Accès refusé. J'ai réessayé. Même message. Une sueur froide a coulé le long de mon dos. J'ai immédiatement contacté Marc sur notre canal sécurisé. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Ils m'ont bloqué. Julien a utilisé ses privilèges d'administrateur principal pour révoquer nos accès. Il a cité une faille de sécurité majeure. Nous sommes exclus. J était coupé de mon propre système, aveuglé. C était un coup audacieux et dévastateur. Ils pensaient m'avoir neutralisé, m'avoir arraché mon arme la plus puissante. Ils avaient oublié une chose fondamentale. Un bon architecte connaît toujours les passages secrets de sa propre forteresse. La panique a duré une fraction de seconde, immédiatement remplacée par une fureur froide. C était une déclaration de guerre ouverte. Pendant que Julien et Chloé devaient se sentir triomphants, pensant m'avoir mis échec et mat, Marc et moi avons activé notre plan d'urgence. J'avais toujours maintenu une série de portes dérobées dormantes dans le système, des accès de bas niveau invisibles aux audits standards, conçus précisément pour une situation comme celle-ci. Ce N était plus une question de sabotage subtil. C était une guerre numérique silencieuse pour le contrôle de notre propre entreprise. Assise dans un café anonyme à quelques rues du bureau, avec mon ordinateur portable, je me suis préparée à reprendre ce qui m'appartenait, ligne de code par ligne de code. Pendant des heures, ce fut un balai tendu de commandes et de contre-commandes. Chaque fois que Marc et moi reprenions le contrôle d'un segment du réseau, les contre-mesures de Julien, probablement guidé par un consultant en sécurité externe qu'il avait dû engager en urgence, tentaient de nous en expulser. C était épuisant, stressant. Ils érigèrent des pare-feux, nous les contournions. Ils modifiaient les autorisations. Nous utilisions nos accès routes pour les restaurer.
Julien n'avait aucune idée qu'il ne se battait pas contre un hacker anonyme, mais contre la créatrice même du système qu'il tentait de verrouiller. Sa panique était palpable dans la brutalité de ses tentatives. Il ne cherchait pas à comprendre, il cherchait à détruire. Finalement, nous avons trouvé la faille dans leur défense. Ils avaient concentré toute leur attention sur les serveurs de données principaux, là où étaient stockés les algorithmes et les informations clients. Ils avaient négligé les systèmes de communication interne, les considérant comme secondaires. Était une erreur de débutant. Depuis le serveur de messagerie, Marc a réussi à injecter un script qui nous a redonné des privilèges d'administrateurs fantômes. Invisibles pour eux. Nous étions de retour à l'intérieur, plus silencieux et plus dangereux que jamais. Nous avions gagné la bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Ils savaient maintenant qu'ils avaient un ennemi actif et compétent. Leur prochaine attaque ne serait pas technique, elle serait personnelle. Ayant échoué à me vaincre sur mon propre terrain, Julien a changé de stratégie. Il a commencé à attaquer ma réputation. Les rumeurs ont commencé à circuler. Subtiles au début, puis de plus en plus insistantes. J était surmené, obsessionnel. Mes longues nuits au bureau étaient plus un signe de dévouement, mais la preuve d'une instabilité croissante. Il a confié à quelques membres du conseil d'administration, avec une fausse inquiétude, que je devenais paranoïaque, que je voyais des menaces partout. Il utilisait mon propre génie, ma concentration intense, comme une arme pour me dépeindre comme une femme au bord de la crise de nerfs, incapable de gérer la pression. Était une tactique vile et insidieuse, conçue pour saper ma crédibilité avant même que je puisse présenter mes preuves. Chloé jouait son rôle à la perfection dans ce drame. Auprès des jeunes analystes, elle se plaignait de la pression écrasante que je mettais sur les équipes, de mes exigences irréalistes. Elle se présentait comme la médiatrice, celle qui essayait de protéger les autres de mes soi-disant sautes d'humeur. Ensemble, ils tissaient une narrative toxique où J était le génie instable et où ils étaient les leaders stables et rationnels, prêts à prendre la relève pour le bien de l'entreprise. Ils ne se contentaient plus de vouloir me voler. Ils voulaient réécrire l'histoire, m'effacer non seulement de l'avenir de l'entreprise, mais aussi de son passé, en me transformant en une note de bas de page embarrassante. Cette campagne de diffamation m'a blessée plus profondément que le vol de mon algorithme. Ils attaquaient à l'essence même de mon identité professionnelle, le dévouement qui avait bâti notre fortune, mais chaque rumeur, chaque regard de pitié de la part d'un collègue ne faisait que renforcer ma détermination. La vengeance naine était plus seulement une question de justice financière. Était devenue une nécessité existentielle, une question de survie. Je devais prouver non seulement qu'ils étaient des criminels, mais que J était saine d'esprit, brillante et, surtout, en plein contrôle de mes moyens. Leur tentative de me faire passer pour folle allait se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire qui soit. Pendant que je luttais contre cette guerre psychologique, Marc a fait la découverte qui a tout changé. Il fouillait dans les archives financières profondes, bien au-delà des simples notes de frais. Il a trouvé une transaction qui n'avait aucun sens, une ligne de crédit massive, contractée auprès d'une banque d'investissement rivale. Le montant était astronomique, suffisant pour mettre en péril l'ensemble de notre entreprise. Et la garantie de ce prêt? Tous les actifs principaux de notre société. Mon cœur s'est arrêté. Comment Julien avait-il pu faire une chose pareille sans mon consentement, sans ma signature? La réponse est arrivée quelques minutes plus tard, dans un fichier PDF scanné que Marc m'a envoyé. Était une procuration, un document qui donnait à Julien le pouvoir total sur les actifs de l'entreprise. Et au bas de la page, il y avait ma signature, ou plutôt, une imitation presque parfaite de ma signature. Le sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était plus seulement de la fraude ou de la trahison. Était un acte de destruction pure et simple. Il avait falsifié mon nom pour mettre en gage tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit. Le document était daté de plusieurs mois, bien avant que je ne découvre leur liaison. Leur plan avait toujours été bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. Le pire était encore à venir. Attaché au contrat de prêt se trouvait un calendrier des échéances. Le prêt arrivait à maturité dans 30 jours. 30 jours. S'il n'était pas remboursé intégralement, la banque créancière avait le droit de saisir la totalité de nos actifs. L'entreprise, mon entreprise, serait liquidée, vendue à la découpe. J'ai enfin compris la finalité de leur plan.
Ils n'avaient jamais eu l'intention de construire quelque chose de nouveau. Leur projet Phénix était un mensonge. Leur véritable objectif était de siphonner l'argent du prêt, de laisser l'entreprise s'effondrer et de me laisser seule, en faillite, face aux ruines et aux poursuites judiciaires. C'était un plan d'annihilation. Je n'étais plus la chasseresse. J était redevenue la proie, et le piège était sur le point de se refermer. Le luxe du temps, la lente et méthodique satisfaction de ma vengeance, venait de m'être arrachée. J'avais 30 jours pour les exposer, pour annuler le prêt et pour sauver mon héritage. 30 jours avant que tout ne se transforme en cendres. La peur, une émotion que j'avais réussi à tenir à distance, a tenté de s'insinuer en moi. Mais elle a été immédiatement consumée par une rage d'une intensité nouvelle. Ils n'avaient pas seulement franchi une ligne, ils avaient mis le feu au champ de bataille. Ma stratégie a dû changer radicalement. Le sabotage subtil et les jeux psychologiques étaient terminés. Il me fallait une solution rapide, décisive et publique. Une solution qui ne leur laisserait aucune échappatoire, aucune possibilité de nier ou de manipuler la vérité. Mon plan initial pour le gala annuel de l'entreprise, qui devait être le point d'orgue de ma vengeance, est devenu ma seule et unique chance de survie. Ce n'était plus une scène de théâtre pour leur humiliation, c'était un tribunal de dernière instance où je devais plaider ma cause, non seulement pour la justice, mais pour ma propre existence. J'ai passé les jours suivants dans un état de concentration quasi fiévreux. Chaque minute comptait. Avec Marc, nous avons travaillé sans relâche, non plus pour saboter, mais pour compiler. Nous avons rassemblé chaque preuve, chaque email, chaque transaction frauduleuse, chaque enregistrement d'accès non autorisé. Nous avons retracé le flux de l'argent du prêt, découvrant qu'il avait été transféré sur une série de comptes offshore au nom de sociétés écrans créées par Chloé. Ils se préparaient à disparaître, me laissant tenir le sac. Leur arrogance était sans limite, mais leur cupidité les avait rendus négligents. Ils avaient laissé une piste numérique, et J était la seule personne au monde capable de la suivre. L'ironie de la situation était amère. Julien avait utilisé une imitation de ma signature pour me condamner. J'allais utiliser la véritable puissance de mon esprit, mon intelligence qu'il avait tant cherché à exploiter et à dénigrer, pour le détruire. Il avait sous-estimé la profondeur de mes connaissances, non seulement en finance, mais aussi en survie. Il pensait m'avoir acculé, mais il ne réalisait pas qu'il venait de libérer la version la plus dangereuse de moi-même, celle qui n'avait absolument plus rien à perdre. La pression était immense. Chaque interaction avec Julien était une épreuve. Je devais maintenir mon masque de calme, d'ignorance, tout en sachant que l'horloge tournait et que chaque sourire qu'il m'adressait était celui d'un homme qui planifiait ma ruine totale. Je le regardais se pavaner dans notre appartement, parler de ses projets, de ses ambitions, et je devais réprimer l'envie de hurler la vérité. Mais je savais que le silence était mon arme la plus puissante. Mon heure viendrait, et elle viendrait sur la plus grande scène possible, devant les gens dont il cherchait désespérément l'approbation. Les invitations pour le gala sont arrivées. Une carte épaisse et luxueuse, avec nos 2 noms imprimés en lettres d'or en tant qu'hôte de la soirée. Julien m'a tendu la mienne avec un sourire. Ce sera notre plus grande soirée, Adèle, le début de quelque chose de nouveau. Je l'ai regardé droit dans les yeux, un léger sourire flottant sur mes lèvres. Tu n'as pas idée à quel point tu as raison, mon chéri. Il a pris mon sourire pour de l'acquiescement, de la douce ignorance. Il n'y a pas vu la promesse d'une dévastation à venir, la certitude glaciale d'une femme qui s'apprêtait à réduire son monde en cendres pour sauver le sien. Pendant ces semaines tendues, je me suis sentie plus vivante que jamais. Chaque obstacle qu'ils mettaient sur ma route ne faisait qu'affûter mon esprit. Leur tentative de m'exclure du système m'a forcée à être plus créative. Leur campagne de diffamation m'a obligée à être plus forte. Et leur coup de grâce financier, le prêt toxique, m'a donné la clarté d'un objectif unique et absolu. Ils pensaient me briser, mais ils ne faisaient que me forger en une arme plus redoutable. Ils voulaient que je sois le cerveau dans l'ombre. Ils allèrent découvrir ce qui arrive quand cette ombre décide de prendre la lumière. J'ai contacté discrètement notre avocat d'entreprise, un homme d'une intégrité sans faille que Julien n'avait toujours trouvé trop rigide. Je lui ai présenté une version expurgée des faits, me concentrant sur les irrégularités financières et la procuration falsifiée, sans mentionner l'aspect personnel. Je lui ai demandé de se tenir prêt à agir sur mon signal.
J'ai également pris contact avec un journaliste d'investigation spécialisé dans la finance, lui promettant une exclusivité qui ferait la une de tous les journaux économiques du pays. Les pièces de mon échiquier se mettaient en place pour le coup final. Les nuits précédant le gala étaient courtes et intenses. Je ne dormais presque pas. Je revoyais mon plan en boucle, cherchant la moindre faille, le moindre détail qui pourrait mal tourner. Ce N était plus un jeu, une erreur de ma part, et je perdais tout. Je n'avais pas peur de l'échec pour moi-même, mais pour l'entreprise, pour les employés qui dépendèrent de sa survie, pour l'héritage que j'avais passé ma vie à construire. Cette responsabilité pesait lourdement sur mes épaules, mais elle était aussi mon carburant. Le matin du gala, un calme étrange s'est emparé de moi. La peur et la rage avaient laissé place à une résolution froide comme l'acier. J'ai regardé Julien ajuster sa cravate dans le miroir, répétant les premières lignes de son discours. Un discours qui, je le savais, annoncerait son départ et le lancement de son fonds. Il était tellement absorbé par son propre reflet, par l'image du succès qu'il projetait, qu'il était complètement aveugle à la réalité. Il était un homme qui marchait volontairement vers le bord du précipice, convaincu qu'il allait s'envoler. J'ai choisi ma robe avec un soin méticuleux. Pas une robe de soirée extravagante, mais une tenue sobre, élégante, d'une coupe impeccable. Une robe qui ne disait pas « victime » ou « épouse délaissée », mais « présidente directrice générale ». C était une armure, un symbole du rôle que j'allais reprendre ce soir-là. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la femme trahie qu'ils avaient essayé de créer, mais l'architecte de leur chute imminente. Alors que nous nous préparions à partir, Julien a posé sa main sur mon épaule. « Tu es silencieuse ce soir, Adèle. Tout va bien ?» Sa sollicitude était écœurante. Je me suis retournée pour lui faire face, arrangeant le col de sa chemise avec un geste faussement tendre. « Tout est parfait, Julien. Je me prépare juste à ce que tout le monde voie enfin la vérité. » Il a souri, pensant que je parlais de notre succès commun. Il n'avait aucune idée que la vérité dont je parlais était la sienne, et qu'elle allait l'anéantir. Dans la voiture qui nous conduisait au pavillon Gabriel, le silence était lourd. Julien était excité, vibrant d'une énergie nerveuse en prévision de son grand moment. Moi, J était dans un état de concentration absolue. Je repassais mentalement la séquence des révélations, le timing de chaque preuve, la phrase exacte que je prononcerais pour déclencher la chute. Ce N était plus une question d'émotion. C était une exécution. Et J était à la fois le juge, le jury et le bourreau. En arrivant, les flashs des photographes nous ont accueillis. Julien a pris ma main, m'attirant à ses côtés pour les caméras, jouant le rôle du mari puissant et aimant. J'ai souri, un sourire glacial que personne ne semblait remarquer. Je l'ai laissé profiter de ces derniers instants de gloire, de cette façade de respectabilité qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Je savais que dans quelques heures, ces mêmes photographes se battraient pour capturer l'image de sa disgrâce. J'ai aperçu Chloé à l'intérieur, resplendissante dans une robe de créateur, son nouveau visage rayonnant de triomphe anticipé. Elle m'a salué avec une chaleur affectée, me complimentant sur ma tenue. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Profite bien de ta soirée, Chloé », lui ai-je dit d'une voix douce. « Je te garantis qu'elle sera inoubliable. » Une ombre d'incertitude a traversé ses yeux, mais elle a été rapidement chassée par sa propre arrogance. Ils étaient si proches de leur but qu'ils ne pouvaient plus imaginer, elle, échec. Je me suis excusée pour me rendre dans la salle de contrôle audiovisuel, prétextant une dernière vérification de la présentation de Julien. Le technicien, un jeune homme que Marc avait briefé, m'attendait. Il m'a fait un signe de tête discret. Tout était en place. La clé USB contenant mon dossier, les preuves, les enregistrements, était prête. J'ai jeté un dernier regard sur la salle de bal bondée depuis un moniteur. Le public était captif. Les investisseurs étaient présents, la scène était prête. En retournant dans la salle, j'ai pris place à une table discrète sur le côté et non à la table d'honneur avec Julien. Il m'a lancé un regard interrogateur. Je lui ai simplement souri et fait un signe de la main, comme pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Il s'est détourné, se reconcentrant sur son moment de gloire. Il ne savait pas que ma position N n'était pas un signe de retrait, mais le point de vue parfait pour un tireur D élite. Le maître de cérémonie a annoncé Julien Fournier. Les applaudissements ont retenti. Il est monté sur scène,
baigné par la lumière des projecteurs, le sourire du vainqueur aux lèvres. Il a pris une profonde inspiration, prêt à prononcer le discours qui allait, selon lui, changer sa vie. Il allait changer sa vie, en effet, mais pas de la manière dont il l'imaginait. L'escalade était terminée. Le moment de la détonation était arrivé. Mesdames et messieurs, bienvenue. La voix de Julien résonnait dans la magnifique salle de bal du pavillon Gabriel, pleine d'une assurance qui me donnait la nausée. Il se tenait sur l'estrade, baigné par la lumière d'un projecteur, l'incarnation même du succès. Son regard a croisé celui de Chloé, assise au premier rang, son visage fraîchement sculpté rayonnant d'un triomphe prématuré. Ils échangeaient un sourire complice, un signal secret qui scellait leur pacte de trahison. Ils se croyaient les maîtres du jeu, les futurs rois de la finance parisienne, prêts à annoncer leur coup d'État. Depuis mon poste de commande dans une suite d'hôtels voisines, je regardais la scène sur mes moniteurs, mon doigt planant au-dessus du bouton qui allait transformer leur couronnement en leur exécution publique. Le silence avant la tempête. Le calme d'un prédateur qui observe sa proie faire un dernier pas dans le piège. Il a commencé son discours par des platitudes, remerciant nos investisseurs, parlant d'avenir, de vision, d'innovation. Chaque mot était un mensonge poli, une couche de vernis sur la pourriture de son plan. C'est pourquoi, ce soir, marque un tournant. A-t-il commencé, sa voix enflant pour l'annonce fatidique. C'est à cet instant que j'ai appuyé sur le bouton. Derrière lui, les immenses écrans qui devaient projeter le logo de son nouveau fond ont grésillé une seconde avant de s'allumer sur mon visage. Retransmis en direct. Un murmure de confusion a parcouru la salle. Le sourire de Julien s'est figé. Il s'est retourné, son expression passant de la surprise à une panique mal contenue. « Adèle, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai souri calmement à la caméra. « Bonsoir à tous. » Julien parlait de tournant et de transparence. Je ne pourrais être plus d'accord. Permettez-moi de vous offrir une transparence totale. La première diapositive est apparue à côté de mon visage. C était un relevé de compte. Notre compte D épargne personnelle. Une ligne était surlignée en rouge vif. Un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros. À côté, le nom du bénéficiaire, la clinique de chirurgie esthétique la plus exclusive de Suisse. Un silence de mort est tombé sur l'assemblée. Avant que quiconque ne puisse traiter l'information, j'ai enchaîné. L'écran s'est divisé pour afficher le business plan du projet Phoenix. J'ai zoomé sur la section budget, sur une ligne de dépenses nommée avec une ironie cruelle. Phase 1, le nouveau visage de la marque. Le montant correspondait, au centime près, au virement bancaire. Les regards se sont tournés vers Chloé, dont le visage parfait venait de se décomposer sous le poids de centaines de pères d'yeux accusateurs. La trahison personnelle et la fraude professionnelle exposées en un seul coup dévastateur. Mais je n'avais pas fini. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une simple affaire d'ego et d'argent mal placé, ai-je continué, ma voix toujours aussi calme, tranchant avec le chaos naissant dans la salle. Mais l'incompétence est souvent la jumelle de la cupidité. L'écran a de nouveau changé, affichant cette fois une plateforme de trading en temps réel. Un graphique plongeant, une cascade de chiffres rouges. Voici la performance, à l'instant même, du fonds secret qu'ils ont monté avec l'argent de quelques-uns d'entre vous, en utilisant ce qu'ils croyaient être mon algorithme. J'ai laissé un silence s'installer, permettant à l'image de leur ruine financière de s'imprimer dans l'esprit de tous. Ils n'ont pas seulement volé mon travail, ils l'ont perverti, et ils sont en train de perdre des millions, en direct, sous vos yeux. La panique a commencé à s'emparer des quelques investisseurs qu'ils avaient déjà débauchés. Le coup de grâce devait être entendu, pas seulement vu. J'ai fait signe aux techniciens. Les écrans sont devenus noirs, plongeant la salle dans une semi-obscurité, forçant un silence total. Seule la voix de Julien a retenti, claire et arrogante, issue d'un enregistrement que j'avais capturé des semaines auparavant. C était une conversation téléphonique avec son contact à la banque qui avait approuvé le prêt toxique. On l'entendait rire. La signature d'Adèle? Un jeu d'enfant? Elle ne verra rien venir. D'ici un mois, la boîte coule et elle se retrouve sur la paille avec les dettes. C'est le plan parfait. Chaque mot était un clou planté dans son propre cercueil. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Il venait de confesser la fraude, la falsification et son intention de tout détruire, devant l'élite de la finance parisienne.
Le silence a volé en éclats. Ce fut d'abord un murmure collectif, puis des exclamations de fureur. Les investisseurs se sont levés, leurs téléphones à l'oreille, appelant leurs avocats, leurs banquiers. Julien était pétrifié sur scène, son visage d'un blanc cireux, incapable de prononcer un mot. Chloé, en larmes, tentait de se faufiler vers la sortie, mais elle était bloquée par la foule indignée. Était une implosion totale, publique et spectaculaire. Leur monde, construit sur des mensonges et de l'arrogance, s'effondrait en temps réel, et chaque personne dans cette pièce était un témoin de leur chute. Ils avaient voulu la lumière des projecteurs. Je la leur avais donnée, mais elle ne révélait que la noirceur de leurs âmes. Te está gustando esta historia? Déjà un like y suscribete al canal. Ahora continuamos con el video. C'est à ce moment précis, alors que le chaos était à son paroxysme, que les grandes portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand. Ce N n'était pas le service de sécurité de l'hôtel. C était mon avocat, le visage grave, suivi de plusieurs hommes et femmes en civil dont l'autorité était palpable. Ils ont traversé la foule qui, écartait sur leur passage comme la mer devant Moïse. C étaient des agents de la brigade financière, l'AMF. Ils sont montés calmement sur l'estrade, se dirigeant vers un Julien catatonique. Il n'y a pas eu de cris, pas de lutte, juste quelques mots prononcés à voix basse et les poignets de Julien qui se rejoignaient derrière son dos. Deux autres agents se sont approchés de Chloé. Le piège S était refermé avec une précision légale et implacable. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune ambiguïté. La partie était terminée. Depuis ma suite, je regardais les multiples flux vidéo, un verre de vin à la main. Je n'ai ressenti ni joie exubérante, ni tristesse. Juste la satisfaction froide et pure d'une équation complexe enfin résolue. Ils avaient voulu m'effacer, me remplacer par un nouveau visage. Ils avaient sous-estimé le cerveau qu'ils laissèrent derrière. Ils avaient oublié que c'est le cerveau qui contrôle le visage, et non l'inverse. Alors que les voitures de police emmenaient les architectes de ma trahison, je savais que ce n'était pas seulement la fin de leur histoire. Était le début de la mienne. La véritable Adèle Fournier, libérée de l'ombre, était enfin prête à prendre sa place, non pas à côté d'un homme, mais à la tête de son propre empire, reconstruit sur les cendres de leur ambition. Les lumières crues du pavillon Gabriel éteignirent une à une, laissant la magnifique salle de bal sombrer dans une obscurité quasi totale, ne laissant que les silhouettes fantomatiques des tables renversées et des verres brisés. Le chaos était dissipé, emporté par les sirènes hurlantes et les flashs des appareils photo. J était seul, debout au milieu du champ de bataille que j'avais moi-même orchestré. Il n'y avait pas de champagne, pas de célébration, juste le silence assourdissant de la victoire. Ce n'était pas un sentiment de joie, mais plutôt celui d'une chirurgienne qui vient de terminer une amputation complexe et nécessaire. J'avais excisé la tumeur de ma vie, une opération douloureuse mais vitale. Dans ce silence, une clarté glaciale s'est installée. La femme qui croyait au conte de fées des partenariats parfaits était morte. Celle qui restait était l'architecte, la stratège, la reine d'un royaume en ruine qu'elle allait maintenant reconstruire, seule et à sa propre image. Le lendemain matin, la nouvelle a explosé comme une onde de choc à travers Paris et bien au-delà. Les titres des journaux financiers criaient le scandale. Le titan de la finance, Julien Fournier, arrêté en plein gala, trahison et fraude au sommet. Mon téléphone était en fusion, un assaut incessant de journalistes, d'avocats, de clients paniqués et de concurrents curieux. Je n'ai pas cherché à me cacher. Au contraire, j'ai pris le contrôle immédiat du récit. J'ai rédigé un communiqué de presse unique, concis et sans équivoque, que j'ai envoyé à toutes les grandes agences. J'y annonçais une coopération totale avec l'autorité des marchés financiers, le lancement d'un audit interne complet et ma prise de fonction immédiate en tant que présidente directrice générale unique. Je n'étais plus le cerveau dans l'ombre. J'y étais désormais le visage, la voix et l'autorité de la crise. Et je serais aussi celle de sa résolution. La menace la plus imminente restait le prêt toxique, cette épée de Damoclès qui planait encore au-dessus de l'entreprise. L'horloge tournait toujours. J'ai demandé une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de la banque créancière. Je pouvais sentir leur scepticisme en entrant dans la salle. Ils s'attendaient à voir une femme brisée, une victime venant implorer leur clémence. Ils ont trouvé une stratège en armure. Je n'ai pas plaidé.
J'ai présenté les faits de manière clinique. La procuration falsifiée, les preuves de la fraude, les enregistrements. Puis, avant qu'ils ne puissent formuler leurs objections, j'ai déroulé mon plan de redressement. Un plan audacieux, méticuleux, qui non seulement garantissait le remboursement intégral de leurs prêts, mais leur offrait aussi des parts préférentielles dans une structure assainie et bien plus rentable. Je n'ai pas demandé de l'aide. J'ai proposé une alliance. Leur avidité, qui avait failli me détruire, devenait maintenant le levier de ma survie. De retour dans nos bureaux, l'atmosphère était électrique, un mélange de peur, de confusion et de curiosité morbide. Mon premier acte en tant que dirigeante unique fut de rassembler tous les employés dans le grand atrium. Debout sur une estrade improvisée, j'ai regardé les visages qui, quelques jours auparavant, chuchotaient sur ma prétendue instabilité. Ma voix était ferme, sans une once de émotion. J'ai annoncé le licenciement pour faute grave de Julien Fournier et Chloé Moreau, en expliquant clairement les raisons. Abus de confiance et fraude avérée. Puis, dans la même phrase, j'ai annoncé la promotion de Marc au poste de directeur de la technologie. Le message était limpide pour tous. L'ère du charisme vide et des promotions de complaisance était terminée. Une nouvelle culture, fondée sur la compétence, l'intégrité et une loyauté sans faille, venait de naître. Les nouvelles du front judiciaire sont rapidement devenues un spectacle à sens unique. La défense de Julien s'est effondrée comme un château de cartes. Confrontée à la preuve irréfutable de l'enregistrement, à l'expertise graphologique confirmant la falsification de ma signature et à la piste numérique méticuleusement tracée par Marc, il n'avait aucune issue. Son arrogance légendaire s'est évaporée, laissant place à des tentatives pathétiques de rejeter la faute sur Chloé, sur la volatilité du marché, sur tout le monde sauf lui-même. Le juge, insensible à son théâtre, lui a refusé la libération sous caution, le considérant comme un risque de fuite. L'homme qui avait décoré notre appartement avec un mépris total pour le coup vivait désormais dans une cellule de 9 mètres carrés à la prison de la Santé. Une ironie architecturale que même moi, je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. Le destin de Chloé fut, d'une certaine manière, encore plus sordide. Elle a tenté de se draper dans le rôle de la jeune femme innocente, manipulée et séduite par un homme plus âgé et puissant. Une stratégie vouée à l'échec face au business plan qu'elle avait coécrit et aux sociétés écrans qu'elle avait personnellement enregistrées à l'étranger. Face à la perspective de passer les plus belles années de sa vie en prison, son ambition dévorante s'est retournée contre elle-même. Elle a accepté de plaider coupable et de témoigner contre Julien en échange d'une peine réduite. Son nouveau visage, cet investissement stratégique qui devait la propulser au sommet, était maintenant éclaboussé sur toutes les couvertures des tabloïds, symbole éternel de la trahison et de la cupidité. Le retour sur investissement le plus catastrophique de l'histoire. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de travail acharné, une reconstruction menée à un rythme effréné. J'ai accueilli les auditeurs de l'AMF non pas comme des adversaires, mais comme des alliés. Je leur ai donné un accès total et sans restriction à tous nos systèmes, à tous nos comptes. Cette transparence radicale, née de la nécessité, est devenue ma plus grande force. Les clients, initialement nerveux, ont été rassurés. Ils voyaient une dirigeante qui n'avait rien à cacher, qui affrontait la vérité de front. Pendant ce temps, je me suis enfermée avec Marc et son équipe. Nous n'avons pas seulement réparé mon algorithme. Nous l'avons entièrement déconstruit et reconstruit, le dotant de nouvelles couches de sécurité et d'une puissance prédictive décuplée. C était plus qu'une mise à jour logicielle. C était la renaissance symbolique de mon génie, désormais invulnérable. Le changement le plus visible fut le nom de l'entreprise. J'ai effacé le nom, Fournier, de nos murs, de nos cartes de visite, de notre identité. L'entreprise a été rebaptisée Phoenix Capital. Le symbole était peut-être un peu cliché, mais il était puissant et nécessaire. Nous renaissions littéralement des cendres de la trahison de Julien. Notre nouvelle devise, gravée dans le hall d'entrée, était simple. La performance par l'intégrité. Je ne me cachais plus derrière les chiffres. Je suis devenu le visage public de cette renaissance, donnant des interviews, participant à des conférences, racontant non pas l'histoire sordide de ma vengeance, mais la saga inspirante de la résilience d'une entreprise face à l'adversité. J'ai transformé notre plus grande crise en notre plus puissant argument marketing. Un soir, bien après le départ de tous les employés,
Je me tenais dans mon nouveau bureau, l'ancien bureau de Julien, que j'avais fait entièrement réaménager, et je contemplais les lumières de Paris. La vue était la même, mais ma perspective avait changé à jamais. Je ne voyais plus le symbole de la réussite d'un couple, mais les fondations de mon empire personnel. J'ai pensé un instant à la femme que j'étais, celle qui avait volontairement cédé la lumière, croyant à la force d'un duo. Je ne la méprisais pas. Je comprenais sa foi, sa confiance, sa naïveté. Ma vengeance n'avait pas seulement servi à les détruire. Elle avait servi à anéantir la partie de moi qui leur avait permis de me faire du mal. C était une destruction créatrice, une épreuve par le feu de laquelle J était sortie purifiée et renforcée. 1 an plus tard, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Phoenix Capital affichait des bénéfices records, dépassant de loin tout ce que nous avions accompli auparavant. Mon nouvel algorithme était la coqueluche du secteur, salué pour sa précision et sa robustesse. Avec une satisfaction particulière, j'ai utilisé une partie de ces bénéfices pour racheter les parts de Julien, saisies par la justice, pour une fraction de leur valeur. Mon contrôle sur l'entreprise était désormais absolu, à 100%. J'ai vendu l'appartement du 16e arrondissement, ce mausolée de mensonges, et j'ai emménagé dans un penthouse moderne avec une vue imprenable sur la Seine. Un espace qui ne respirait que mes propres choix. Ma fortune avait plus que doublé, mais la véritable richesse résidait dans cette liberté nouvelle, ce contrôle total sur chaque aspect de mon existence. Le verdict du procès est tombé, sans surprise. Julien a été condamné à une peine de prison ferme de plusieurs années pour fraude aggravée, faux et usage de faux, et abus de biens sociaux. Son nom était devenu synonyme de honte dans le milieu financier. Chloé, grâce à sa coopération, a écopé d'une peine avec sursis, mais sa carrière était terminée, son nom à jamais souillé. Je n'ai pas assisté au jugement, leur destin ne m'intéressait plus. Ils n'étaient plus des personnages dans mon histoire, mais de simples notes de bas de page dans le prologue. Mon regard était déjà tourné vers l'avenir, vers les prochains sommets à conquérir, les prochains empires à bâtir. La femme qui dirige aujourd'hui Phoenix Capital n'est ni elle épouse naïve du début, ni la vengeresse au cœur de glace qu'elle a dû devenir pour survivre. Je suis une synthèse des deux. J'ai conservé mon génie analytique, mais il est désormais soutenu par une colonne vertébrale en acier et une compréhension aiguë des profondeurs de la nature humaine. Ma vengeance n'a pas été la fin de mon histoire. Ce fut le prologue violent et nécessaire à mon véritable règne. Julien et Chloé ont voulu m'effacer, me remplacer. Au lieu de cela, ils m'ont involontairement libérée, me forgeant dans le feu de leur trahison. Ils pensaient assister à ma chute, mais ils n'ont fait que déclencher mon ascension. Mon histoire ne faisait que commencer. Cette histoire vous a plu? Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Et si vous avez une histoire de vengeance que vous aimeriez partager, racontez-la dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.